Donc, bienvenue dans ce webinaire, facturation électronique obligatoire dès 2023. Et si on anticipait cette fois-ci, un petit peu provocateur, mais je pense que le sujet est suffisamment, on va dire, brûlant pour qu'on soit un peu provocateur dans ce domaine. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir et de vous présenter nos deux intervenants aujourd'hui. Morad Ledmaoui. Morad, tu es directeur des alliances chez TradeShift France et depuis 15 ans, tu œuvres autour des problématiques de la fonction finance et particulièrement ces dernières années sur les aspects des maths de facture fournisseurs. Et tu es aujourd'hui le représentant de TradeShift au Forum national de la facture électronique. Et donc, ton expérience sera intéressante par rapport aux enjeux de la loi. Pascal Zimmermann, bienvenue Pascal. Tu es spécialiste de la transformation des fonctions support des entreprises. Tu interviens à la Sorbonne où tu animes des cours en master sur la conduite du changement. Et tu es également fondateur de Vigo, que tu représentes aujourd'hui, société de conseil qui travaille spécifiquement sur les problématiques de transformation et de montée en valeur des fonctions support des entreprises privées, mais aussi des organisations publiques. Alors, ton expérience va évidemment, dans ces domaines procure-to-pay, va nous donner pas mal d'éclairage sur les sujets du jour. Alors, Pascal, c'est à toi que je vais m'adresser pour démarrer ce webinaire. Peut-être qu'on peut, avant de rentrer dans le vif du sujet des aspects de la loi, on parle de facturation électronique, de facture électronique, mais finalement, est-ce que tu peux nous dire de quoi on parle vraiment? Qu'est-ce qu'on entend par là? Oui, bien sûr. Donc, merci Bruno. Sans vouloir faire forcément un panorama complet de la dynamique de la facture électronique au travers des âges, on va juste essayer de reposer deux, trois concepts pour commencer. Donc, on va prendre le principe de base qui est qu'est-ce que c'est qu'une facture, hein. Donc, la facture, en fait, c'est d'abord un document comptable légal euh, par lequel un vendeur va réclamer un paiement au regard d'un bien ou des biens livrés ou d'un service rendu. Donc, voilà, c'est le reflet d'une transaction commerciale tout simplement. Et aujourd'hui, là, dans notre discussion, on va entendre facture au sens large, c'est-à-dire en fait à la fois une facture ou un avoir. On va le prendre sous le vocable facture. Cette facture, elle peut revêtir différentes formes. Elle peut être, on va dire, soit électronique, soit pas électronique. Et on va voir que on peut avoir des faux amis dans le côté électronique des factures. Et donc aujourd'hui, en fait, on va dire très simplement que au niveau de l'Union européenne, on peut échanger des factures, qu'elles soient en format électronique ou en format papier. Donc, en fait, les échanges interentreprises sont aujourd'hui pas obligatoirement dans un format ou dans un autre. Donc, on a encore le choix. Ce qui est important, c'est que la facture, en fait, elle doit revêtir un certain nombre d'informations légales en fonction des pays, de mentions obligatoires, et elle revêt, on va dire, un formalisme qui n'est pas imposé, mais qui contient quelques figures imposées. Donc, quand on parle de facture électronique, en fait, on parle de factures créées, envoyées, reçues et conservées sous forme électronique. Donc, en fait, c'est l'intégralité de la chaîne qui est, on va dire, digitalisée. Donc, c'est électronique du début à la fin. A contrario, en fait, une facture qui est, on va dire, qui est émise à partir d'un système d'information, qui est imprimée, scannée et envoyée par email, en fait, ce n'est pas une facture électronique. Donc, c'est là où le faux ami, c'est pas parce qu'on a un fichier électronique que c'est une facture électronique. Mais, donc, oui. Pardon Pascal, mais finalement, ok, on voit bien la différence entre papier versus électronique, mais derrière électronique, est-ce que finalement ça peut revêtir tout un tas de formats? Donc peut-être qu'il faut un peu démystifier, parce que souvent on a l'image d'EDI ou de choses comme ça un peu complexes. En gros, est-ce qu'un fichier CSV qui respecterait tout ce que tu viens de dire pourrait être considéré comme une facture électronique? Oui, à partir du moment où en fait il est, je dirais, électronique nativement de bout en bout dans la chaîne, en fait, que ce soit un CSV, un PDF structuré, lisible sous format XML ou des formats plus évolués, voilà, EDI au sens le plus strict du terme, ce sont des formats différents, mais toutes des factures électroniques.
Très bien. Parfait. Merci beaucoup pour cet éclairage en guise d'introduction. Maintenant, j'ai envie de dire, Pascal, on en est où en France? Quelle est la situation? Est-ce que tu peux nous donner un aperçu de la maturité ou la non-maturité du marché par rapport à cette utilisation du support totalement électronique à la source jusqu'à l'arrivée des échanges commerciaux entre les entreprises? Alors aujourd'hui, on estime globalement que les échanges interentreprises de factures, ça représente à peu près 1,5 milliard de factures échangées annuellement. Et il y a différentes études qui essayent de mesurer le taux de factures électroniques. Les plus optimistes donnent un petit 20% de volume de factures nativement électroniques échangées. Chez Vigo, on a fait des analyses et on a croisé un peu les études. Globalement, on pense qu'on est plutôt entre 10 et 15%. Et avec je dirais une maturité et des pratiques qui sont très diverses et très concentrées en fait sur certains pans d'activité. Donc aujourd'hui, alors typiquement là depuis déjà plusieurs dizaines d'années, on a des flux nativement électroniques pour les grands pourvoyeurs de volume. Donc je pense notamment à la grande distribution, au secteur aéronautique où là il y a une filière qui s'est structurée. Mais au-delà de ça, derrière, c'est un peu le désert et beaucoup de pratiques très disparates. Donc, on a quelques îlots de très grande maturité sur des très grands volumes et derrière, c'est très, très disparate et très, très hétérogène. Ok, mais donc je dirais là, comme ça, entre 10 et 20%, ça paraît très, très faible. Est-ce que finalement, la crise sanitaire qu'on connaît depuis mars n'a pas eu un effet d'accélérateur sur ce changement d'habitude finalement de transformer le papier en électronique? Alors, en fait, il y a deux facteurs qui, pour moi, contribuent à cette accélération, ce qui fait que le mouvement commence à être impulsé. Alors, le premier, il date d'avant la crise. C'est en fait c'est l'État qui a pris qui a pris un peu les devants. Donc, depuis le 1er janvier 2019, en fait, tout fournisseur qui veut travailler avec on va dire un opérateur de l'État au sens large, donc que ce soit un ministère, une collectivité, un établissement public, en fait, a l'obligation de devoir fournir ses factures en format électronique. Et l'État a mis en place une plateforme qui s'appelle Chorus Pro, par laquelle en fait, tous les fournisseurs doivent passer. Et cette mise en place a été faite progressivement depuis le 1er janvier 2017 pour les grandes entreprises de plus de 5000 salariés, et elle a été étendue à toutes les entreprises, y compris les PME, TPE, depuis le 1er janvier 2019. Donc là, il y a déjà en fait un mouvement qui s'est impulsé via la sphère publique. Il y a des réflexions du coup qui se sont engagées également pour l'étendre à la sphère privée. Ça fait partie effectivement de notre discussion de ce jour. Et puis en fait, il y a un deuxième mouvement qui est, je dirais, un mouvement qui est aussi lié à la crise qu'on connaît là, depuis le printemps, où en fait, on a assisté en fait, à des ruptures de chaîne dans le traitement des factures papier, puisque en fait, quand on se retrouve confiné chez soi, on n'a pas forcément accès au matériel pour pouvoir scanner notamment des factures, où on accède à des scanners moins performants, ce qui fait qu'on a des délais de traitement qui sont rallongés, et on voit bien que ça pèse évidemment derrière sur tout ce qui est le délai de paiement des factures, le délai de traitement, et ça met à mal l'économie. Je pense qu'on pourra en reparler derrière sur les bénéfices à aller plus loin. Donc, en tout cas, on a assisté en fait à une accélération d'un mouvement vers le digital, à la fois, on va dire, par les dispositions réglementaires et avec un second coup de boost qui est plutôt lié à la crise. Contrainte, ouais. Okay, merci beaucoup Pascal. Donc, Morad, je vais m'adresser à toi maintenant. Donc, on voit bien qu'une facture électronique, finalement, ça peut revêtir plein de formats différents. Donc, il faut un peu démystifier ce que c'est qu'une facture électronique. En même temps, on voit aussi que malgré, même si probablement la crise a eu un effet accélérateur, on voit selon les chiffres que nous a donné Pascal que finalement on est entre 10 et 20% pour les plus optimistes de dématérialisation. Il y a encore du chemin. Donc je pense,
visiblement, les entreprises ne sont pas vraiment au bout de leur peine. Il y a une importante réforme qui se dessine de la loi de finances 2020 dans les prochaines années. Donc, Morad, est-ce que tu peux nous dire où en est-on aujourd'hui et quel est l'état de nos connaissances à ce jour, au moment où on parle? Oui, oui, Bruno, effectivement, il y a une petite révolution qui se précise. Alors, l'article 153 de la loi de finances pour 2020 prévoit d'une part l'émission obligatoire des factures entre assujettis à la TVA de manière totalement dématérialisée, exit donc le papier, et d'autre part la transmission à l'administration fiscale des données qui figurent sur ces factures. Alors, il y a aussi quelque chose d'assez important qui se précise, c'est le calendrier. Deux éléments fondamentaux à retenir. Le premier, c'est que dès 2023, il va y avoir émission obligatoire il va y avoir une obligation d'émission, de réception des factures. Donc en fait, l'ensemble des entreprises, il y avait eu quelques doutes, mais l'ensemble des entreprises seront dans l'obligation de pouvoir recevoir des factures de façon nativement électronique à partir de 2023. Et progressivement, entre 2023 et 2025, on va avoir une obligation d'émission. Alors cette fois-ci, elle va se faire de façon progressive en fonction de la taille de l'entreprise. 1er janvier 2023, c'est les grandes entreprises qui seront concernées. 1er janvier 2024, ce sont les ETI. Et 1er janvier 2025, ce sont les PME et les TPE. On retrouve un petit peu la logique qu'on a connue dans le secteur public avec la mise en place de la facturation électronique. Donc voilà, donc ça, ce sont des éléments assez importants à retenir par rapport à cette réforme. Juste une remarque, Morad, sur le premier plan, le premier point que tu évoques, dès 2023, l'obligation d'accepter une facture électronique, finalement, c'est le renforcement de la loi Macron qui avait déjà été instaurée il y a quelque temps. Effectivement, les entreprises avaient déjà l'obligation d'acceptation d'une facture électronique a été difficilement applicable, tout simplement parce que les entreprises pour la plupart, n'étaient pas équipées de solutions de réception. Mais effectivement, il y avait une obligation d'acceptation. Maintenant, il y a une obligation de réception. Donc, ça va un petit peu plus loin, c'est un peu plus fort. Et alors, c'est vrai qu'on met beaucoup l'accent sur la partie invoicing, mais il y a également une autre dimension à laquelle on ne parle peut-être pas assez, c'est la dimension d'e-reporting qui fait également partie de cette réforme. Et alors, qu'est-ce que c'est que le e-reporting? Vous savez que on a des transactions qui vont sortir du périmètre de la facture électronique, notamment toutes les transactions entre professionnels et entre particuliers, ce qu'on appelle le B2C, et également les transactions avec des opérateurs étrangers. Donc là, on n'a pas besoin de facturation électronique, mais pour que l'État puisse avoir un meilleur contrôle, j'ai envie de dire fiscal, pour pouvoir rapprocher les positions et les transactions entre elles, on va demander à faire un reporting de ces transactions-là. L'e-reporting va également englober une information qui, pour le coup, peut être assez intéressante pour l'ensemble des entreprises, c'est l'échange des statuts des factures. Connaître le statut d'avancement du paiement des factures, et ça va devenir également quelque chose qu'il va falloir reporter, qu'il va falloir communiquer dans la plateforme. Voilà, okay. Ça, c'est vraiment nouveau, en effet, par rapport à ce qu'on connaissait finalement de Chorus, cette notion d'e-reporting. C'est vraiment quelque chose de nouveau et qu'il faudra qu'on suive attentivement dans le futur. Alors, quelque part, j'ai envie de te dire, Morad, mais finalement, ça sert à quoi cette réforme? Quels en sont les objectifs principaux aujourd'hui? Alors, officiellement, les objectifs qui ont été listés par l'article 153, enfin, il y en a 4. Le premier, je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté, c'est lutter contre la fraude. L'État clairement se fixe pour objectif de réduire ce qu'on appelle le gap TVA et qui est estimé à peu près entre 10 et 20 milliards d'euros par an. Donc ça, ce sont les calculs de l'INSEE et de la Cour des comptes. Donc c'est assez important, l'enjeu est assez énorme. Il y a un deuxième objectif qui est, disons, plus moyen-long terme, c'est de permettre un pré-remplissage des déclarations de TVA. Donc là, on reste toujours dans l'aspect purement fiscal. Un troisième objectif, c'est permettre aussi à l'État d'obtenir une connaissance au fil de l'eau de l'activité des entreprises. Et le dernier objectif, peut-être celui qui va davantage nous intéresser,
c'est de permettre, ou du moins d'améliorer la compétitivité et la productivité des entreprises. Alors comment? Deux axes. Le premier, c'est l'accélération des paiements. On le sait, hein, les retards de paiement pénalisent énormément les entreprises, surtout les entreprises de petite taille. Hein. Les seuls retards de paiement pèsent pour plus de 20 milliards d'euros dans la trésorerie des PME et des ETI en France. Donc là, ça va clairement permettre une accélération du traitement des factures et donc du paiement des factures. Et on a également un deuxième axe pour lequel on va peut-être revenir et passer un petit peu plus de temps par la suite, c'est l'optimisation, c'est l'automatisation et l'amélioration de la productivité du traitement des factures. Donc là, on est plus sur l'aspect, j'ai envie de dire, administratif, l'aspect comptable du traitement d'une facture. Pascal évoquait tout à l'heure une volumétrie de 1,5 à 2 milliards de factures en France par an. Si on fait un calcul très très rapide, hein, on sait que le coût de revient de traitement d'une facture, le passage du traitement d'une facture électronique à une facture papier, on économise à peu près 10 euros. On voit qu'on a quand même entre 15 et 20 milliards d'économies à l'échelle nationale qui peuvent être réalisées grâce à ce type de réforme. Donc là, on est vraiment sur des objectifs qui sont officiellement annoncés. Au final, si on y regarde un petit peu plus près et qu'on s'intéresse à ce qui se fait dans les autres pays, on se rend compte qu'on ne fait que suivre le pas de pays tels que l'Italie ou le Mexique qui ont déjà adopté ce modèle dit de clearance. Ah, Bruno Oui, la clearance, là, tu nous parles un peu un terme que tout le monde, je pense, ne connaît pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça, clearance? C'est quoi ça? Alors, le clearance, je pense que beaucoup de personnes, en tout cas les comptables et les financiers, ont dû en entendre parler. Hein, voilà, c'est une tendance, hein, c'est une tendance dans, le modèle, dans les modèles de traitement et de circulation des factures. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un modèle de clearance? Concrètement, chaque facture qui va être envoyée par un fournisseur doit préalablement être approuvée par l'État avant d'être transmise au destinataire, à l'acheteur. Et en principe, cette facture est transmise dans un format nativement électronique, dans un format structuré. Donc, on va abandonner le modèle dit de post-audit ou de contrôle a posteriori, dans lequel les entreprises étaient librement autorisées à échanger les factures à condition de respecter, bien entendu, l'intégrité, l'authenticité et la lisibilité des factures électroniques pendant une période de 10 ans en cas de contrôle. Donc voilà, donc on est en train d'abandonner le modèle post-audit pour rentrer dans quelque chose qui va permettre un contrôle, j'ai envie de dire, en temps réel des factures qui sont transmises entre le fournisseur et l'acheteur. Ok, donc on a compris. L'intérêt de l'État, bon, il est clair, hein, contrôler évidemment la TVA. Je dirais que visiblement, ils mettent un ruban autour de tout ça qui permet de dire en même temps, vous allez pouvoir faire accélérer les déclarations de TVA, donc ça prendra moins de temps, donc vous gagnerez en productivité sur ces aspects-là, et puis fluidification des échanges, optimisation des délais de paiement, donc la DGCCRF aura peut-être un peu moins de boulot, mais sait-on jamais. Ok, ça on a bien compris. Maintenant, j'ai envie de dire, mais finalement, est-ce qu'on sait si est-ce que tous les fournisseurs vont devoir envoyer leurs factures directement sur une plateforme gouvernementale unique? Est-ce qu'on connaît déjà les options de schéma qui ont été prises par l'État? Alors, oui, toutes les factures vont devoir transiter par une plateforme gouvernementale unique. Ça, c'est une évidence. Alors maintenant, on a parlé de modèle de clearance. Je vais peut-être revenir un petit peu sur quelques spécificités. Hein. Les choses ne sont pas aussi simples. Il existe en réalité différents modèles de clearance. On peut citer par exemple deux pays, le Mexique et l'Italie. Dans le premier cas, et les logiques sont différentes, vous allez voir comment. Hein. Dans le premier cas, l'Italie, on va avoir un modèle dans lequel la plateforme étatique, la plateforme gouvernementale nationale, va jouer le rôle d'intermédiaire.
Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que toutes les factures vont transiter par cette plateforme et c'est elle et elle seule qui va ensuite retransmettre la facture au client après l'avoir approuvée. Donc c'est un peu ce qu'on connaît dans le Chorus Pro, mais plutôt appliqué pour des entreprises privées. Donc ça, c'est le modèle de l'Italie. Et ensuite, on va avoir le modèle du Mexique, qui lui aussi a adopté un modèle de clearance. Mais là, on va avoir une petite particularité, c'est qu'il va y avoir des tiers certifiés qui vont venir jouer le rôle de point de passage entre le fournisseur, le client, et cette plateforme nationale. Dans les deux cas, le lien direct entre le client et le fournisseur est interrompu. Toute facture est d'abord vérifiée, validée, soit par l'administration fiscale ou bien par un prestataire de services certifié par l'administration fiscale. Alors, juste une petite précision par rapport à ce point-là, parce qu'il y avait quelques discussions. En France, la plupart des acteurs qui ont été consultés dans le cadre de cette réforme ont fortement milité pour avoir un modèle plutôt orienté Mexique. Donc, de pouvoir avoir des plateformes certifiées, des intermédiaires et de ne pas avoir uniquement la plateforme nationale en frontale. Alors, c'est ce qui semble se dessiner. Il y aura donc très certainement un recours à des plateformes certifiées. Et la raison, elle est assez importante, mais elle est relativement simple, c'est que les entreprises, comme l'a dit Pascal tout à l'heure, les entreprises n'ont pas attendu la réforme pour se lancer dans la démat. Donc, on a déjà beaucoup de formats électroniques différents qui existent et qui sont actuellement utilisés. D'ailleurs, on a des formats qui sont assez complexes, assez spécifiques, des formats métiers qui vont embarquer des données qui sont métiers, très métiers. Et on imagine mal une plateforme unique en capacité de gérer autant de formats différents. Et si on veut aussi réduire le coût d'entrée dans cette réforme, il faut conserver cette pluralité de tous ces formats-là et donc faire appel à des plateformes, j'ai envie de dire, spécialisées qui seront certifiées et qui seront beaucoup plus en capacité d'adresser cette pluralité. Donc c'est finalement un modèle mexicain qui semble plus intéressant pour pouvoir adopter et entrer dans cette mesure de manière la moins douloureuse. Ok, donc Morad, si je comprends bien, ça veut dire que n'importe quel format, à partir du moment, évidemment, où il respecte un certain nombre d'informations légales obligatoires sur une facture, n'importe quel format électronique de fichier sera permis. Alors, pour le moment, encore une fois, il y a les choses peuvent encore évoluer, mais effectivement, pour le moment, excuse-moi, Morad, il faut juste qu'on rappelle que la loi aujourd'hui, elle n'est pas votée. Évidemment, il y a peu de doutes sur le fait qu'elle ne soit pas votée, mais elle n'est pas encore finalisée. Non, elle n'est pas encore finalisée. On commence à avoir des idées beaucoup plus claires, mais pour le moment, c'est vrai qu'on se dirige sur quelque chose d'assez ouvert. On sait que le format devra surtout permettre d'extraire beaucoup de données. Alors, je vois une question d'ailleurs, une question qui est posée, donc avec la TVA sur encaissement, comment les déclarations TVA pourra-t-elle se faire, que l'administration n'a pas d'informations du paiement? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va y avoir de plus en plus d'informations qui vont être transmises à l'administration fiscale. Alors, effectivement, la TVA, on a la TVA sur les débits, on a la TVA sur les encaissements, donc ce sont des TVA avec des règles différentes. Les règles d'exigibilité sont également différentes et toutes ces informations vont devoir être transmises. Donc, à l'heure actuelle, on parle quand même de transmettre plus d'une cinquantaine de données, de les extraire depuis la facture. C'est énorme. 50. On n'a pas le détail. On n'a pas encore le détail. C'est pas encore finalisé. C'est en cours de discussion. Tout ce qu'on sait, c'est que ça va être assez costaud. Donc, on a du mal à imaginer un format, j'ai envie de dire, simple ou fragile, en capacité d'extraire autant d'informations. Donc, oui, on aura quelque chose de structuré. Pour le moment, c'est relativement ouvert, mais on a du mal à imaginer également qu'à moyen ou long terme, il n'y ait pas un standard qui soit défini pour permettre au moins aux entreprises de taille plus réduite d'être en capacité d'émettre nativement une facture dans un format structuré. Donc, on entend d'ailleurs beaucoup parler du Facturix. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous connaissez de votre côté. C'est un exemple parmi d'autres, mais il pourrait devenir, pourquoi pas, un standard qui sera appliqué pour
pour la transmission ou la réception des factures électroniques à l'avenir. Ok, merci beaucoup Morad pour ces précisions. Il y a encore pas mal de points d'interrogation, mais en même temps pas mal d'avancées. Alors, on va essayer de parler un tout petit peu de nous, hein. Ce n'est pas l'objectif, mais je ne peux pas résister à te poser la question. Compte tenu de ces informations dont tu nous as parlé, comment se situe la plateforme TradeShift? On se situe plutôt bien. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que TradeShift a l'expérience du modèle de clearance. Pour nous, ce n'est pas quelque chose de nouveau. On travaille déjà dans des pays comme l'Italie, comme le Mexique. D'ailleurs, on a une présence dans ces pays-là. On est spécialisé dans le flux de facturation. On a des clients également qui sont dans les pays qui ont adopté le modèle de clearance et on y garantit la conformité fiscale. Ce qu'il faut également savoir, c'est que TradeShift, dès sa création, a fait la promotion de l'e-invoicing. On est en capacité de traiter n'importe quel format pourvu qu'il s'agisse d'un format structuré. Et pour être franc, on est plutôt ravis de voir enfin le papier disparaître parce que la plateforme TradeShift va un peu plus loin que uniquement l'e-invoicing. On essaye également de mettre en avant la productivité et la compétitivité du traitement administratif des factures en mettant en avant des technologies un peu nouvelles basées sur la data. Et quand on s'appuie sur des technologies de type OCR, on sait très bien que les données sont incomplètes, elles ne sont pas fiables, ce n'est pas les meilleures conditions. Donc, avoir cette capacité d'extraire beaucoup plus facilement beaucoup d'informations depuis une facture, clairement, là, on va pouvoir mettre en évidence et en avant les nouvelles technologies. Concernant la partie reporting qu'on a évoquée tout à l'heure, on le fait déjà. Donc on envoie déjà des statuts sur les factures, statut de paiement, l'acceptation, paiement envoyé, etc., etc. Et on va même un peu plus loin. On est en capacité de permettre. Alors ça, c'est pas encore demandé dans la réforme, ça va peut-être venir, mais on permet à un fournisseur et à un client de pouvoir collaborer librement depuis la plateforme. Donc j'ai envie de dire, si on regarde les premiers éléments de la réforme, on est plutôt optimiste. Maintenant, il faut savoir que le cahier des charges n'est pas encore sorti. On attend d'avoir un peu plus d'informations, un peu plus d'éléments, mais on reste plutôt optimiste, oui. Ok, Morad, juste pour finir en 1-2 minutes, puisque le temps tourne, mais c'est quand même très, très intéressant. Juste en 1 ou 2 minutes, est-ce que tu peux nous dire les retours des pays? Est-ce il y a déjà des pays qui ont adopté ce mode de clearance? Donc, quels sont les retours de ces modèles-là? Quels sont les retours d'expérience finalement des autres pays? On va peut-être citer un pays voisin, donc qui n'est pas si loin, c'est l'Italie qui a adopté le modèle de clearance le 1er janvier 2019. Alors pour le moment, les chiffres dont on dispose mettent surtout en évidence un impact positif au niveau fiscal. Donc on a à peu près 2 milliards d'euros de TVA additionnels qui ont été collectés en 2019. C'est assez énorme. Et c'est surtout à mettre en parallèle avec le coût de mise en place de ce dispositif qui est évalué à peu près 10 millions d'euros. Donc on voit 10 millions d'euros d'investis, 2 milliards de TVA collectés additionnels en un an. Donc là c'est clairement rentable et on comprend pourquoi est-ce que les gouvernements commencent à s'intéresser de plus près à ce système de clearance. Maintenant, pour ce qui nous intéresse, à savoir nous, entreprises, est-ce qu'il y a eu une amélioration de la productivité? Je pense qu'on manque un petit peu de recul. En tout cas, en Italie, en 2019, c'est hier. Donc, il y a eu des investissements assez importants qui ont été réalisés par les entreprises. Et je pense qu'il faut laisser un petit peu de temps avant de pouvoir calculer ce retour sur investissement. Mais je n'ai pas trop d'inquiétude par rapport aux gains qui, je pense, se feront beaucoup plus visibles d'ici 1 ou 2 ans. Alors, il y a juste une chose qui est très, très importante à préciser, et je pense qu'elle a son importance. Le traitement d'une facture, ça comporte, notamment en réception, ça comporte généralement 2 étapes majeures. La première, c'est l'acquisition, et la deuxième, c'est le traitement, j'ai envie de dire métier, le traitement administratif avec ce qu'on appelle le contrôle facture, et également le bon à payer qu'on délivre. Ce que propose d'améliorer la réforme, c'est quoi? C'est surtout la première partie, à savoir l'acquisition, en permettant de recevoir des données structurées, fiables,
En revanche, pour ce qui concerne le contrôle facture, j'ai envie de dire que presque tout reste à faire. Alors certes, la digitalisation va simplifier les choses, mais il va y avoir des actions à entreprendre côté entreprise pour pouvoir s'appuyer sur ça et mettre en place des processus costauds pour pouvoir obtenir ces gains de productivité. Bien sûr. Merci beaucoup, Morad, pour cette première analyse de la future loi. Hein. Je pense qu'on aura d'autres occasions d'échanger quand on aura des mises à jour sur cette loi. Maintenant, je me retourne vers Pascal. Pascal, bon, on a bien vu que les objectifs de la réforme, c'est d'améliorer la compétitivité des entreprises. Mais quelque part, moi, j'ai un peu le sentiment qu'on fait que la moitié du chemin. Donc, quels sont, selon toi, les mécanismes qui vont vraiment permettre aux entreprises de gagner en compétitivité? Alors aujourd'hui, très clairement, comme l'a dit Morad, on a la partie acquisition, mais la partie acquisition, c'est une toute petite partie du coût de traitement d'une facture. Donc en fait, les études montrent que c'est en gros entre 7 et 10% du coût de traitement d'une facture, c'est l'acquisition. Après, il y a le traitement, alors Morad appelle ça le traitement administratif. En fait, on a de l'enrichissement, donc l'imputation comptable en particulier. On a ensuite la validation de la facture. On a la mise en paiement. Et puis, il y a une chose qui est. Après, il y a l'archivage. Et puis, il y a quelque chose qui est hyper important. C'est qu'en fait, en général, quand on a beaucoup de papier, on a beaucoup de litiges. Et les litiges, en fait, coûtent très cher et viennent plomber, entre guillemets, le coût de traitement des factures ou la moyenne du coût de traitement des factures. Donc, en fait, quand on parle d'amélioration de compétitivité, on voit que si on est sur 7% sur l'acquisition, on a 93% du coût qui est améliorable en fait, par de la technologie. Donc, je pense notamment à tout ce qui est enrichissement des factures, parce qu'aujourd'hui, on a des technologies alors anciennes, mais qui sont développées depuis quelques années autour du machine learning. Quand on a de la récurrence sur les factures et des schémas d'imputation comptable, et bien, en fait, on est en capacité de pouvoir apprendre à une machine à imputer comptablement automatiquement ou faire des propositions d'imputation sur les factures, par exemple. On est en capacité aussi d'agréger des informations de différents systèmes pour pouvoir en fait faciliter la validation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la validation de facture, c'est quasiment 40% du coût de traitement d'une facture. Donc, voilà, ça nous donne un peu des éléments sur lesquels en fait, on peut travailler parce que en fait, il y a à la fois la mise en place de la loi, mais ensuite, il y a toute une transformation interne dans les entreprises qui permettent en fait, d'accélérer ces leviers. En fait, la facturation électronique, on va dire, c'est le pied de biche, mais après, il faut ouvrir la porte. Ok, un peu de travail pour toi alors. Oui, ça fait partie des sujets sur lesquels on travaille, évidemment. Très bien, merci beaucoup. On arrive un peu à la fin de ce webinaire avant de passer aux réponses aux différentes questions qui nous sont posées. Je vais m'adresser à vous deux en guise de conclusion. Bon, on voit bien qu'il y a à la fois une certaine maturité, mais aussi de la complexité. Tout à l'heure, Pascal, tu nous disais, bon, entre pessimiste et optimiste, on est à entre 10 et 20% de factures qui sont aujourd'hui dématérialisées à la source. Ça veut dire qu'il reste entre 90 et 80% du chemin à faire pour passer à 100% d'électronique en 2025, qui est la date butoir très probable de la loi. Donc, c'est un vrai challenge. Donc, pour revenir au thème du jour, comment anticiper? Alors, moi, j'ai envie de dire que les entreprises ont toujours voulu bouger. Je pense que ça peut expliquer la raison pour laquelle on accuse encore un retard. Les choses ont été très floues. On savait que des réformes allaient venir, mais elles se faisaient attendre. Ou alors, lorsqu'elles arrivaient, c'était extrêmement flou. Ce flou-là, il est en train de progressivement disparaître. On commence à mieux cerner les grandes lignes de la réforme. En tout cas, les choses se clarifient. Alors, il reste encore beaucoup de points à éclaircir, y compris sur les aspects techniques. Mais ce qu'on voit est plutôt rassurant, en tout cas pour ceux qui ont déjà commencé à investir sur des solutions de démat. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'elles vont pouvoir capitaliser sur le travail qu'elles ont déjà réalisé. Donc, tout n'est pas jeté à la poubelle.
Et j'ai même envie de dire que l'État est en train de donner un petit coup de pouce parce que la plupart de ceux qui ont lancé des projets de démat avec beaucoup de e-invoicing, le principal frein, c'était quoi? C'était l'enrôlement des fournisseurs. Bah, ça sera de l'histoire ancienne. Il n'y aura plus besoin de convaincre les fournisseurs d'envoyer et d'émettre de la facture électronique. Là, ils seront obligés de le faire. Donc, d'ici 2023-2025, c'est 100% des flux qui seront totalement électroniques. Alors, bien sûr, ceux qui ont investi plutôt sur des solutions d'OCR et qui considéraient ça comme de la dématérialisation, j'ai un petit peu plus de doutes sur la pérennité de leur solution. Alors, par contre, il faut garder à l'esprit qu'un projet de mise en place de solutions d'invoicing, c'est relativement long. Il y a bien entendu l'aspect technologique qu'il faut considérer avec beaucoup c'est assez gourmand en ressources IT. Il va falloir brancher la plateforme ou les plateformes au système d'information. Et il y a aussi un facteur humain à prendre en compte et des processus qui vont être profondément transformés. Donc, beaucoup de changements et d'accompagnement en changement à opérer. Moi, je pense que si on veut être prêt au 1er janvier 2023, voire 2024 pour les grandes entreprises et les ETI, je pense qu'il ne faut pas attendre trop longtemps et c'est clairement le bon moment, à minima, de s'y intéresser et de faire démarrer la machine. Pascal, un commentaire? Oui, alors je suis assez d'accord avec ce que dit Morad. En fait, aujourd'hui, on a les conditions qui sont réunies, parce qu'on on a les technologies qui sont maintenant matures, il y a le cadre réglementaire qui se met en place et qui se clarifie. On voit en fait qu'aujourd'hui, on a quelque part déjà un bon niveau de maturité sur tout ce qui est, je dirais, des échanges entre gros fournisseurs et gros donneurs d'ordre. Donc ça a été mis en place et on va capitaliser là-dessus. Mais la barrière, c'était effectivement, en fait, comment est-ce qu'on passe de 10% à 100% ou de 15% à 100%. Et là, on voit qu'on amène beaucoup, beaucoup plus d'acteurs et donc il faut que les barrières à l'entrée soient levées. Et donc, l'obligation, elle va amener un élément, la technologie amène un élément. Après, pourquoi est-ce qu'il faut anticiper? C'est que malgré tout, ce type de projet, ce sont des projets qui sont pour moi faussement simples pour toutes les raisons que Morad a évoquées, hein, l'aspect organisationnel, des aspects techniques. Il y a aussi un autre aspect, c'est qu'en fait, contrairement à un projet de transformation classique dans une entreprise, en fait, les parties prenantes sont aussi à l'extérieur de l'entreprise. Et donc, il faut pouvoir coordonner des acteurs internes et des acteurs externes. Et on sait que ça prend toujours du temps. Le dernier point sur lequel je pense qu'il est aussi important de capitaliser, c'est en fait, c'est comme toutes les grandes réformes réglementaires. En général, quand l'échéance approche, plus ça se tend sur le marché. On l'a vu avec le RGPD en particulier. En fait, pendant un temps, en fait, on avait l'échéance devant nous. Les entreprises qui ont anticipé, et les entreprises qui ont anticipé ont quand même globalement moins souffert, même si elles ont dû s'ajuster par rapport à celles qui ont attendu les 4, 5, 6 derniers mois avant de se lancer. Ok, merci Pascal. Donc, mesdames, messieurs, anticipez. Alors, il nous reste 6 minutes 30 pour répondre aux questions. Je vais vous poser les questions. J'en ai quelques-unes là sous les yeux. Y aurait-il un nombre cible de plateformes et d'acteurs pouvant proposer une solution? Non, pour le moment, on n'a pas réellement de nombreuses cibles de plateformes. Ce qu'on sait, c'est qu'il n'y en aura pas qu'une. On ne sera pas uniquement face à une plateforme nationale, mais on sera plutôt face à différentes plateformes qui, elles, seront certifiées. Pour le moment, il n'y a pas de limite qui a été donnée. Il n'y a même pas de cahier des charges précis pour ce qu'on attendra de cette plateforme certifiée. Comme je l'ai précisé tout à l'heure, le mot d'ordre, c'est de simplifier, c'est de réduire le coût d'entrée dans la réforme parce que beaucoup ont déjà adopté des formats électroniques. Donc, on en saura un petit peu plus. Mais n'importe quelle plateforme qui répond au cahier des charges devrait normalement être certifiée et une entreprise pourra contractualiser directement avec cette plateforme. Alors, une question très intéressante. Il me paraît difficile de démarrer un projet quand il n'y a pas de projet existant, tant que le décret n'est pas publié. Donc, est-ce que finalement, c'est une bonne question, parce que finalement, on dit anticiper, mais en même temps, la loi n'est pas passée. Donc, est-ce qu'on perdrait de l'argent à démarrer un projet Alors,
on attend des précisions plutôt enfin, ou du moins des éléments beaucoup plus concrets plutôt en milieu d'année prochaine. Donc là, il y a des discussions. Si on fait le calcul, il vous restera très très peu de temps. Beaucoup de pression sur les derniers mois. Beaucoup d'entreprises qui vont également très certainement j'ai envie de dire, bouger au même moment. Je pense qu'il y a des choses qu'il faut savoir. Alors, il y a une autre question qui rejoint un petit peu aussi celle-ci. On pose la question, une entreprise qui est en capacité de faire, alors en sortant de l'EDI, de la facture X, en entrant de l'EDI et de l'acquisition, on peut dire qu'on est déjà bien avancé sur ce projet. Oui, clairement. Lorsqu'on a déjà l'expérience de la manipulation de flux structurés, on est déjà bien en avance par rapport au projet. On sait qu'il va y avoir des choses très certainement à réadapter, notamment par rapport au fameux e-reporting, que toutes les plateformes ne seront peut-être pas forcément en capacité de couvrir. Mais lorsque vous avez déjà une expérience et que vous avez déjà préparé vos équipes et vos outils à la démat électronique flux structuré, et là je parle bien de flux structuré et pas de démat basé sur de l'OCR, vous partez avec de l'avance par rapport aux autres entreprises. Ok. Autre question qui me paraît intéressante aussi. J'accélère un peu parce qu'il nous reste que 4 minutes. On assiste à des démarches par pays jusqu'à présent, mais aucune coordination au niveau européen. Ouais, alors, c'est vrai. On sait que la tendance va aller vers comment on appelle ça, vers une généralisation, une globalisation de ce modèle-là en Europe. Là, pour le moment, les pays le font de manière un petit peu solitaire, notamment par la pression de la fraude fiscale. Donc l'Italie, on a maintenant l'Espagne, il me semble l'Estonie, la France. Et on le voit très bien, lorsque vous avez des opérations avec des pays étrangers, on se rend compte que finalement, ça a des limites parce qu'on est obligé de passer sur du e-reporting. À l'avenir, on va avoir de la facture électronique qui va être complètement globalisée dans l'Europe, beaucoup plus globalement. Donc, je pense que c'est la tendance et on devrait y arriver à moyen et long terme. Il y a quand même des normes européennes aujourd'hui qui tendent à harmoniser quand même la sémantique autour des formats de facture. Donc, et en particulier, il y a des avancées assez fortes en termes de cohérence entre la France et l'Allemagne, qui sont un peu en moteur aussi sur ce sujet. Mais globalement, même si on n'est pas d'un seul bloc au niveau européen, il y a quand même des initiatives qui sont concertées, en particulier sur les schémas, pour qu'on puisse assurer l'interopérabilité. Alors, on a beaucoup de questions, mais je crois qu'on a dépassé le... Je suis rappelé à l'ordre dans l'oreillette en me disant qu'on a passé l'heure. C'était 10h45, mais on a démarré avec 2 minutes de retard. Donc, on peut peut-être juste prendre une dernière question. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme dernière question? Y a-t-il des outils pour les PME, TPE qui ne sont pas souvent équipés et souvent sans ressources IT? Voilà, j'aurais tendance à dire un PDF, n'importe quel outil sait sortir un PDF structuré et donc ça devrait faire l'affaire. Hein. On l'a bien vu avec Torres, ça marche très bien. Ça marche très bien. Et d'ailleurs, l'un des prérequis, donc, je ne l'ai pas précisé, mais l'un des prérequis qui a été demandé et qui sera exigé pour les plateformes qui voudront en tout cas être certifiées, c'est d'être en capacité de proposer le fameux outil PDF vers facture électronique. Donc oui, et alors, traitement du PDF, ce qu'on appelle le PDF natif, et saisie du portail en ligne. Donc là, ce sont des outils qui sont à la portée des PME et des entreprises de petite taille. Donc nous, on le propose dans notre plateforme et c'est ce qui est plutôt préconisé. Et il y a aussi une autre question, j'en profite, qui rejoint un petit peu ça. Du PDF natif vers FactureX, ce n'est pas réellement la même chose. Vous parlez d'OCR dans la question, ce n'est pas la même chose. L'OCR, c'est une image, c'est de la reconnaissance. Du PDF natif, c'est de l'extraction. Donc, on a vraiment de la donnée structurée. Et le FactureX, c'est un fichier structuré. Alors, on a beaucoup de questions. On va les prendre et on va vous répondre. On va répondre aux questions par mail. Merci beaucoup. Vous étiez très nombreux aujourd'hui, plus de 70. Merci Pascal, merci Morad, merci à tous les participants. Je pense qu'on fera un autre séminaire probablement au premier trimestre ou au deuxième trimestre en fonction des avancées de la loi pour
repartager tous ces éléments. Merci beaucoup, bonne journée et à très bientôt. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.